La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 2. Une visite imprévue. Sous l'eau, il faisait froid et sombre. Quelques traits de lumière perçaient à travers la surface, éclairant faiblement les algues qui dansaient sur le courant. Au milieu du vide, un petit morceau de chair rose patientait, lui aussi battu par la houle. Soudain, une forme se dessina au milieu de la végétation. Elle glissait dans l'eau comme un serpent et commença à décrire de grands cercles autour du bout de viande esselé. Au fur et à mesure, la bête se rapprochait de sa proie. Elle épiait les environs, méfiante, aux aguets du danger. Mais tout était calme, et la faim la poussa à agir. Elle brisa sa ronde et fondit sur le cube de chair. Elle l'enveloppa dans sa gueule en un instant avant de filer au plus vite, son butin ramassé. Brutalement, une douleur cuisante lui déchira la bouche, et la bête s'arrêta dans l'instant, tirée vers l'arrière par une puissance invisible. L'affrontement commença. L'animal se débattit, encore et offrit toutes ses forces dans la bataille. Il luttait contre une volonté omnipotente qu'il ne comprenait pas. Mais pourtant, il savait que sa survie était en jeu. Avant même qu'il ne s'en rende compte, les lumières s'intensifièrent, jusqu'à ce qu'un grand flash blanc l'aveugle totalement. Le poisson s'écrasa sur un sol lisse et inconnu. Ses sens explosèrent. Autour de lui, des ombres gigantesques se mouvaient, poussant de grands cris. Il vit une masse noire s'abattre, et ce fut la fin. « Bravo, Camille !» cria Elias avec engouement. Sur le ponton, une petite fille s'émerveillait de sa prise. Penchée au-dessus du chapon de mer, elle contemplait les écailles orangées de l'animal qui brillait au soleil. Le poisson bougeait encore, mais ce n'était plus que quelques soubresauts nerveux. Il était mort. Un homme de haute stature était agenouillé derrière la gamine. Il gardait sur l'épaule de la petite une main affectueuse, l'autre en serrant une matraque tachée d'un liquide vermeil. « Tu as vu ?» dit-il avec un grand sourire. « Il a la même couleur que tes cheveux. » La rouquine acquiesça. Elle tendit la main pour toucher l'animal, mais Elias lui saisit le bras avant qu'elle n'y parvienne. « Non, ma puce, ne le touche pas. » Il pointa du doigt les épines dorsales qui couraient le long du dos du chapon. « Ces épines sont venimeuses. Ça pourrait te rendre très malade. »« Bah, comment on va faire pour le manger ?» demanda Camille, penaude. « Il faut le préparer avec attention, » répondit Elias. Il dégaina le couteau en travers de sa ceinture et le planta dans la tête du chapon. La lame traversa l'œil et ressortit de l'autre côté du crâne. « Tu veux le faire avec moi ?» proposa le pêcheur. Camille hocha de la tête, un sourire gourmand accroché au visage. « Alors viens !» Tandis qu'Elias ramenait le fil de sa canne à pêche, Camille ramassa les affaires éparpillées sur le sol. Elle fourra le bocal à appât dans un sac avec le reste de leur attirail. À quelques mètres sous ses pieds, la mer se retirait peu à peu. Le binôme quitta le ponton. Ils traversèrent le village sur pilotis, se frayant un chemin à travers les allées étroites des quais dansants, toujours aussi animés qu'encombrés en ces fins de journée. Ici et là, des caisses, des tonneaux et des cordages obstruaient la voie, et moult débardeurs, pêcheurs et commerçants en tout genre, s'activaient avant de rentrer dans leur galetas. Sur leur route, l'homme et la petite croisèrent quelques chasseurs de gueux. Ces vieux soudards étaient monnaie courante dans les quais dansants. C'était un quartier pauvre, et comme beaucoup d'autres à la Tannelle, il était soumis à son propre système de taxes et de sécurité de la voirie. Ici, il n'y avait pas de garde payés par les instances de la cité. Les rues étaient donc surveillées par ces brutes, souvent d'anciens soldats ou des hommes en mal de violence payés par les habitants. Ceux qui en avaient les moyens pouvaient dormir tranquilles, tant qu'ils payaient leur dû aux chasseurs. Ainsi, ces derniers gardaient un œil sur certaines rues, au détriment d'autres où les coups de jarret s'accumulaient. Elias et Camille arrivèrent près d'un pont suspendu entre deux plateformes. Par surprise, le pêcheur la souleva par les aisselles et l'installa sur ses épaules. La petite ria à pleines dents. Elle adorait se retrouver perchée là-haut. Le monde s'offrait à elle, et tout y était différent. « Alors, la vigie, on est sur la bonne route ?» plaisanta Elias. Il fit mine de prendre une mauvaise direction. « Non, non !» cria la gamine en l'attrapant par les cheveux. « À bâbord, capitaine !» ordonna Camille. Elias s'exécuta et suivit les instructions données par l'enfant. Après un bon quart d'heure, ils arrivèrent chez lui.
Elias habitait sur le bord des quais dansants, à une petite centaine de mètres des escaliers marchands, une longue suite de marches qui grimpaient vers les bas quartiers du berceau. Il avait une maison construite au-dessus de l'eau, à l'écart des autres habitations. C'était un îlot de bois, reposant sur une douzaine de poutres robustes. Elias se l'était fait construire il y a plusieurs années, avec une passerelle de cordage et de planches qui la reliait au reste du quartier. La demeure était légèrement plus grande que la plupart des autres maisons du voisinage, mais par sa forme et son apparence, le foyer du pêcheur se fondait dans le décor. Attelé à la plateforme, un bateau d'une demi-douzaine de mètres, les voiles pliées, oscillait sur les derniers filets d'eau qui se retiraient doucement du sable. À l'entrée du pont, un homme attendait. Petit et trapu, il était vêtu d'un ensemble sale et poussiéreux, bien abîmé par le temps. Des tatouages couraient sur sa peau le long d'une musculature saillante. Ses cheveux, noirs et gras, formaient un épais chignon sur sa nuque. « Regarde qui est là !» annonça Elias à l'intention de sa passagère. Camille remarqua l'homme qui patientait et l'interpella. « Papa, on est là !» Le pêcheur déposa la petite sur le sol, tandis que l'homme venait à leur rencontre. « Bonsoir, Elias !» le salua-t-il en attrapant Camille par la main. « Bonsoir, Victor. La journée s'est bien passée ?» L'intéressé soupira. « Durement. J'ai pas beaucoup bossé, à vrai dire. C'est pas facile par les temps qui courent, » fit-il remarquer. « Pourtant, ce ne sont pas les navires qui manquent, » observa Elias. Victor leva une main en signe d'exaspération. « Ça, c'est sûr, » ronchonna-t-il. « Mais quand les bateaux arrivent avec leurs propres débardeurs, ça nous facilite pas la tâche à nous autres. Il y en a un paquet qui viennent de Chaille, avec leurs propres esclaves. Ces foutus sauvages nous ôtent le pain de la bouche. Va vraiment falloir qu'on s'organise. » Elias garda le silence, la mine compréhensive. « Bah, lâcha Victor en lui mettant une tape sur l'épaule. « Je vais pas vous emmerder plus longtemps avec mes problèmes. Ma fille s'est bien tenue ?» demanda-t-il au pêcheur en passant une main dans les cheveux roux de la petite. « Comme toujours, adorable, » promit-il avec un sourire complice. « Je vous suis reconnaissant, vous savez, de nous la garder de temps en temps comme ça. Si je pouvais vous payer... » « Non, Victor. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je sais que c'est pas très habituel comme manière de faire. Ça fait jaser chez certaines personnes que ce soit vous qui la garde, et pas sa mère. Mais Constance doit travailler elle aussi, et c'est moins facile avec la Camille dans les pattes. » Elias joignit les mains contre son torse. « Victor, » lâcha Elias d'un ton plus sec, « je vous assure, c'est un vrai plaisir d'avoir votre fille avec moi. Je vis seul, je ne côtoie pas grand monde. Et si certains ont à redire sur la façon dont vous vous occupez de votre fille, alors qu'ils viennent vous en parler directement. » Victor échappa un petit rire fier. « Oui, c'est bien ce qui me semblait, » approuva Elias. « Encore faudrait-il qu'ils en trouvent le courage. » Les deux hommes rièrent de concert. Plus sérieusement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir frapper à ma porte. « Je vous remercie, Elias. C'est bien de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres par les temps qui courent. Avec tout ce qu'on entend, les enfants sont pas en sécurité. » Le pêcheur eut un rictus gêné. « Allez, à plus tard. »« Ah, attendez ! Avant que vous ne partiez. » Elias tendit le chapon orange à Victor. « C'est la prise de votre fille. Je lui ai promis de le cuisiner avec elle, mais il est un peu tard. Mangez-le donc ce soir. » Victor regarda le pêcheur, amusé. « Vous me dites que c'est ma fille de 6 ans qui a pêché cette rascasse ? » « Parfaitement. Avec un peu d'aide, mais elle a presque fait tout le boulot. » expliqua Elias en glissant un clin d'œil à la jeune fille. Le débardeur, embarrassé, observa le poisson. « C'est trop, monsieur Choiseul. Je ne peux pas accepter. »« Oh, si vous le pouvez, » appuya Elias en lui plaquant la queue du poisson dans la main. « Sinon, j'arrête de garder la petite. Si vous me prenez pas ces prises, je vais me retrouver à baigner dans les arêtes, moi. » Victor le remercia et tourna les talons. En partant, Camille salua Elias. Il lui répondit par un geste chaleureux de la main. Une fois hors de vue, le pêcheur traversa le pont qui le séparait de sa maison et entra chez lui. La demeure était composée, semblait-il, de 3 salles. Une grande pièce de vie qui comportait tout ce dont Elias avait besoin, une table, quelques fauteuils et armoires, une cuve d'eau douce ainsi qu'un poêle à bois qui trônait en son centre. Au fond, une porte donnait sur les latrines et une autre fermait ce qu'il appelait son cabinet, l'endroit où il rangeait toutes ses affaires. Une échelle grimpait jusqu'à la mezzanine qui dominait le salon. C'était un espace exigu, où Elias avait installé son lit, un matelas rudimentaire et quelques couvertures. Le long des murs, des draperies épaisses isolaient la demeure.
L'endroit était sommaire, mais pour le quartier des Quais d'Encens, Elias vivait dans un confort dont peu d'autres habitants du voisinage pouvaient jouir. Il ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et s'installa face à l'encadrure pour observer le paysage. La mer avait presque disparu de la baie et la nuit s'installait doucement. Quelqu'un frappa à l'entrée. Le pêcheur marcha jusqu'à sa porte et tendit l'oreille. Il n'attendait personne à cette heure. « Qui est là ?» questionna-t-il. Un chuchotement, peu discret, monta derrière le bois. « Elias, c'est moi. Ouvre !» Le pêcheur leva les yeux au ciel et laissa entrer son invité surprise. C'était un homme malingre, à la peau sale et tachée. Vêtu de guenilles noires, ses bottes semblaient aussi usées que son visage émacié, constellé de boutons rouges. Une calvitie avait creusé depuis son front jusqu'à l'autre côté du crâne, laissant une couronne de cheveux longs et gris lui tombant sur les épaules. Il paraissait vieux, même si, en vérité, il n'avait pas plus de 40 ans. « Folquette, je te l'ai déjà dit. Lorsque tu viens chez moi, attends la nuit, » lui rappela Elias. « Oui, je sais, » s'excusa le barbon en s'installant sur un fauteuil. « Mais j'ai fini plus tôt et j'avais rien d'autre à faire à part rentrer chez moi ou aller prendre un verre. Mais comme j'ai pas un rond en poche, je me suis dit que, comme tu me devais encore un peu de pognon... Enfin, tu vois. » Elias souffla du nez, amusé. « Oui, je vois très bien. Ne bouge pas. » Le pêcheur plongea la main dans sa poche pour en sortir quelques pièces, avant de les remettre à Folquette. « Tiens, le surplus, c'est pour la tente. »« Mon ami, tu es trop bon !» répondit-il avant de fourrer son trésor dans un pli de sa chemise. « Je me demande vraiment comment un pêcheur dans ton genre fait pour avoir tout le temps des sous plein les fouilles. » plaisanta l'invité non sans curiosité. Elias s'assit sur son fauteuil, près de la fenêtre, en le regardant droit dans les yeux. « Pour commencer, je n'ai pas des sous plein les fouilles, » clarifia-t-il. « Et ensuite, tu es mon ami. Je me sentirais mal de te promettre un paiement sans être capable de l'honorer. On est comme ça, toi et moi. On n'a qu'une parole, pas vrai ?» Folquette acquiesça, exhibant son sourire édenté. Brusquement, il plissa les sourcils, visiblement gêné par quelque chose. Sans aucune discrétion, il se mit à gratter vigoureusement ses parties intimes, en maudissant le sort. « Putain. Excuse-moi, Elias. Ça me démange, c'est insupportable. » « Toujours ta vérole qui fait des siennes ?» s'enquérit le pêcheur. « Encore et toujours. Cette saloperie aura ma peau un de ces jours. »« Tu as vu un médecin pour ça ?»« Oui, bien sûr. Mais tu sais comment ils sont, les toubibs. Ils te disent ceci, cela, puis ensuite, ils te sortent leurs potions et toi, tu leur sors ta bourse. » « Dans les deux sens du terme, dans ce cas précis, » plaisanta Elias. Il y eut une seconde de silence, puis Folquette lâcha un rire gras et souffreteux. « Ouais, c'est ça, ouais. Une pute sur deux a cette foutue maladie de nos jours. À force d'habiter dans le centre du monde, on en récupère toutes les saloperies. Tu crois pas ? » « Oui, ça n'a rien à voir avec tes habitudes. » Le syphilitique ria de dépit. Il se leva avant de se diriger vers la porte. « Bon, je suppose que même si je t'invite, tu viendras pas boire avec moi. » Elias fit non de la tête. « Et ça se dit, mon ami, » le railla-t-il. « À bientôt, Folquette. »« Bonne nuit, mon vieux. » Folquette disparut derrière la porte. Elias, quant à lui, se retourna vers la fenêtre. Le regard plongé dans le noir, il resta statique, les yeux fixés sur l'obscurité. Il s'ennuyait. Les heures passèrent. Constance se réveilla. Des cris, au dehors, l'avaient extirpée de son sommeil. Cela arrivait fréquemment. La nuit venue, des rixes s'éclataient souvent dans le quartier. La plupart du temps, il s'agissait d'ivrognes qui avaient des comptes à régler. Parfois, c'étaient des bandes rivales qui s'affrontaient, entre elles ou contre les chasseurs de gueux. Cette fois, il ne s'agissait que de quelques hommes saoux qui chantaient un peu trop fort. Ils devaient descendre d'une taverne située plus haut en ville. Constance observa son mari, qui dormait comme un loir à ses côtés. Il avait toujours eu le sommeil lourd. Soudain, un bruit l'interpella. Quelque chose battait contre le bois, dans la pièce juste en dessous. La femme quitta son lit et avança courbée sous la mansarde avant de descendre l'échelle qui menait au rez-de-chaussée. Arrivée en bas, elle balaya l'obscurité du regard. Un filet de lumière blafarde apparaissait dans les ombres, puis s'évanouissait tout aussi vite. Il venait de la fenêtre,
qui oscillait d'avant en arrière, portée par un courant d'air. À chaque aller et retour, elle frappait contre l'encadrure. Constance s'approcha discrètement et jeta un œil à l'extérieur. La nuit était calme. On n'entendait presque plus les chants braillards des badauds qui disparaissaient petit à petit. Elle referma le panneau de bois, prête à retourner se coucher. Mais après quelques pas, à tâtons dans l'obscurité, elle se figea. Quelque chose n'allait pas. Aucun bruit ne montait de la pièce. « Camille ?» Sa voix se perdit dans le vide. La mère fit demi-tour et ouvrit la fenêtre en grand. Un ray de lumière blanche s'étala dans la salle. Constance traversa la pièce jusqu'à la couchette de sa fille et souleva les draps. Un cri strident déchira le silence de la maison, et Victor s'éveilla en sursaut sous les appels terrifiés de son épouse.